Et je ferai appel à la gentillesse de Dr. Khwildi pour peut-être nous éclairer un peu plus sur les aspects techniques du tawarruq. En sachant que, juste pour le tawarruq et la communauté Murabaha est un sujet vaste. Donc on pourrait passer une journée entière à en parler. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on passe à une autre question. Et ce que je propose, c'est que dans la séance de cet après-midi, en fin d'après-midi, on touche un mot là-dessus. Et pour justement pouvoir adresser tous les points et pour pouvoir s'assurer que tout le monde puisse bénéficier de cette discussion, parce que ça va être réellement une discussion, il n'y a pas un seul point de vue là-dessus, qu'on puisse commencer des bases. Donc évidemment, M. Khwildi commencera avec les bases historiques, avec les conflits intestins qu'il y a pu avoir par rapport à cet instrument, par rapport aux différentes vues et par rapport à la réalité du marché actuel. Donc c'est un sujet assez vaste et je pense qu'on ne peut pas exprimer un avis, parce que c'est réellement des opinions. On ne peut pas exprimer un avis là-dessus sur une session questions-réponses qui accorde entre 2 et 5 minutes par réponse. Okay, par souci d'efficacité, par souci de déontologie, je pense qu'on va transférer ce point-là à la session questions-réponses de cet après-midi. Donc on va prendre une deuxième question, s'il vous plaît. Madame, à l'arrière, s'il vous plaît. Ok, Guillaume Dibi, de la Caisse nationale de sécurité sociale de Côte d'Ivoire. J'ai deux préoccupations. La première est relative aux garanties. C'est vrai, dans la présentation qui a été faite, lorsqu'on se trouve dans le cadre du contrat de Mouabara direct, il est relevé que, comment dirais-je, l'institution financière, en cas de défaut de paiement du client, a pour responsabilité de rembourser, comment dirais-je, le financement qui devait être supporté par le client. J'aimerais savoir, est-ce que l'institution financière a une certaine flexibilité, de la même façon qu'il a une certaine flexibilité au niveau du taux de marge, est-ce qu'il a une certaine flexibilité en termes de garantie additionnelle? Donc ça, c'est une préoccupation. La deuxième, en tenant compte de la présentation qui a été faite sur les aspects juridiques, vous avez mentionné que la finance islamique, progressivement, est en train d'émerger. Et pour dire certainement au niveau des pays laïcs, c'est une nouvelle donne. Pour dire que l'approche peut ne pas être totalement sûre et connue. Et dans ce cas, certains termes, quand elles sont mal interprétés ou bien quand elles sont mal conçus dès le départ, peut prêter à des confusions, à des problèmes d'interprétation qui puissent amener ou bien contraindre les deux parties à se trouver devant des juridictions. Ma question, c'est de savoir, au cas où la juridiction peut-être nationale n'arrive pas à concilier les deux parties, quelle est la juridiction compétente pour vraiment trancher vraiment ces questions de litige, pouvoir vraiment confronter ces deux parties? Merci. Donc je pense que on va répondre à votre première question. Donc Monsieur Sarsar répondra à votre première question, mais le caractère de votre deuxième question revêt un caractère d'arbitrage et d'arbitration. Donc là-dessus, on aura un complément pour la réponse par Dr Khwildi, parce que c'est tout à fait son travail. Donc la première question, en cas de défaut, est la garantie. En fait, la réponse, elle découle de la compréhension du rôle de l'institution financière. On a bien précisé donc, dans le cas de ce qu'on appelle la murabaha directe, c'est-à-dire là où le contrat de murabaha est signé indirectement entre l'ICD et le client final via le contrat de mandat, la wakala, il est tout à fait clair que la banque ne se porte pas garant
de ces obligations ne fournit pas une garantie à l'ICD, mais plutôt là, c'est une exigence au niveau de la convention de ligne de financement. Elle s'assure que le client lui remet une garantie bancaire valable. Donc, on apprécie que ça vienne de la même banque auquel la ligne de financement a été accordée, mais il faut qu'on soit très clair, ce n'est pas une obligation de la banque en tant qu'agent de la CID, en tant que mandataire, non. C'est une garantie fournie par la banque, l'institution financière, en tant que banquier du client. J'espère que c'est clair. Parce que si on demande à la banque en tant que mandataire de nous fournir une garantie, là, on entre en contradiction avec un principe clair de la charia. On n'obtient pas une garantie auprès de l'agent. Il y a un autre élément de la réponse. Bon, j'ai oublié de le mentionner. La qualification du contrat de wakala. Lorsqu'on parle d'agence, la théorie de l'agence, parmi les questions juridiques traitées par les différents systèmes juridiques, c'est l'étendue des obligations et de la responsabilité de l'agent, surtout par rapport aux actes qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le contrat de wakala. Il y a des positions différentes entre les systèmes nationaux. OK? Donc, c'est un point à vérifier au niveau de la due diligence. Quelle est l'ampleur de la responsabilité, l'étendue de la responsabilité et les obligations de l'agent dans le cadre du droit applicable. Peut-être avant de passer la parole à Dr Khouili, je crois que je n'ai pas tout à fait compris la question, mais à partir du moment où au niveau du contrat, je reviendrai là, au niveau du contrat, on a choisi le droit applicable et soit les tribunaux ou l'arbitrage. Pour moi, la question est claire. Et si on a choisi les tribunaux, normalement, le tribunal, le juge ne peut pas refuser de régler le problème parce que sinon, on se trouvera dans une situation de déni de justice. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter à ce qu'a dit mon collègue, notamment au niveau de la loi applicable, c'est-à-dire que le juge va certainement trouver une solution en se basant sur ce qui a été mis dans le contrat, ou bien en se basant sur les éléments, il va imaginer un montage selon lequel il y a les éléments objectifs qui sont liés au contrat, notamment la nationalité des parties éventuellement, le lieu du décaissement, la nature du contrat, etc. Mais je pense que pour la finance islamique, il serait peut-être plus, disons, plus en accordance avec la conception, c'est justement d'imaginer l'arbitrage et donner aux arbitres la possibilité justement d'approcher le litige selon les principes de l'équité, ou bien lui donner notamment des bases telles que les normes Ayoufi, même si ça ne constitue pas un montage juridique assez complet, au moins ça constitue les bases pour partir de ces normes-là et éventuellement les compléter par un aspect procédural de la loi locale. Je vois ici. Merci. Donc on va passer à une autre question. Si on a une autre question. Un volontaire à l'arrière. Donc, comme vous le savez tous, les deux risques majeurs que les banques sont amenées à gérer, c'est les risques de taux et de liquidité. Donc, concernant le risque de taux, dans une banque islamique, au niveau des emplois, des ressources, en fait, c'est des comptes à terme dans une banque conventionnelle. Donc pour les comptes à terme, nous allons recours à des contrats de mudaraba. Donc le profil en fait, c'est le mudaraba, c'est un taux variable avec court moyen terme en général.
Au niveau des emplois, nous avons recours à deux types de contrats en général, c'est la murabaha et l'ijara. Pour l'ijara, c'est taux variable et long terme. Et pour le murabaha, c'est taux fixe et court moyen terme. Donc, comment vous faites pour assurer l'équilibre bilanciel en fait entre le long terme et le court terme, et taux variable et taux fixe? Bon alors, il y a une chose. Cette question ne se rapporte pas à la session, c'est une question d'ordre comptable. Bon, on pourrait s'étendre sur la question. Encore, il faudrait passer la parole à Dr Khouildi. Je pense que c'est une question qu'il aurait peut-être fallu poser hier. Bon, si vous voulez, on peut transférer votre question, mettez-la sur le formulaire et on l'en transmettra cet après-midi. On peut vous répondre, mais ça ne rentre pas dans le cadre de la division des lignes de financement, comme vous comprendrez bien, et ça ne rentre certainement pas dans le cadre juridique. Donc, par souci de cohérence, on transférera votre question à la session de l'après-midi. Donc, limitez-vous uniquement à des questions qui se rapportent aux aspects opérationnels des lignes de financement ou aux aspects juridiques uniquement pour cette session. Merci. Donc, d'autres questions qui se rapportent aux lignes de financement ou aux aspects contractuels des conventions se rapportant aux lignes de financement. Oui, monsieur. Et ensuite, on passera à vous. D'accord, allez-y. Ok, merci. Youssef Bodedi, président directeur de Dalsafa, société financière spécialisée dans les... Excusez-moi, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Youssef Bodedi, président du directoire de Dalsafa, qui est donc filiale de TJ Wafabank spécialisée dans le financement alternatif. Donc, une question simple, c'est par rapport aux lignes de financement justement. Est-ce qu'il y a un minimum de montant à financer par rapport aux PME justement qui souhaiteraient se financer pour des projets au montant? Merci. Il y a un montant. Nous avons fixé par souci de gestion de ressources humaines, etc., nous avons fixé un montant que nous estimons minimal de nous vis-à-vis de la structure de financement, qui est une banque ou une institution financière non bancaire, qui est de l'ordre de 5 millions. Enfin, ça dépend du type de pays, mais en général, les montants sont de cette nature-là. Je veux dire, on ira rarement en deçà de 2 millions, entre 2 et 5, c'est relativement... parce que le challenge de ce type de projet, c'est qu'il demande autant d'efforts si ce n'est plus que les plus gros. Donc, en général, c'est surtout par souci de gestion de ressources humaines et des différentes contingences liées à la disponibilité des différents associés pour travailler sur ces projets-là. Mais on a eu à faire des projets d'1 million, mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Je suis très peu réceptif à des projets très très petits parce que ça demande énormément de travail. En fait, il y a un élément de gestion et de coût de la gestion de l'opération. Si vous réduisez le montant, vous aurez beaucoup d'opérations de décaissement, des garanties, et tout le travail administratif à faire par l'institution financière se traduira par un coût et peut-être des pertes au niveau de leur marge. Et comme on l'a expliqué hier, ou comme Dr Khouildi l'a expliqué, dans notre pratique de pricing, comme on dirait, on n'a qu'une seule fees, comment on dit fees en français, mais... Frais d'instruction de dossier. Nous sommes dans l'obligation d'avoir une gestion parcimonieuse de ces ressources-là. Donc on a une question de ce côté, allez-y. Merci, Armel Sawadro, groupe Banque Atlantique. Alors, je reviens un peu sur la question que nous avons posée tout à l'heure, à savoir le pricing. Et nous notons que dans notre zone Yomoa, les prix sont beaucoup plus tirés vers le bas. Je parle des taux. Régulés d'ailleurs par la BCAO, avec le taux d'usure d'ailleurs que nous connaissons. Je me demande
comment on peut vraiment, avec toutes les marges à dégager et à repartir, facturer le client et rester vraiment dans ces taux. Sans oublier aussi, comme il a dit tout à l'heure, que nos taux sont tirés vers le bas. Nous avons parfois des taux de 5%, 6%, ça existe pour des financements. Comment vraiment nous pouvons être compétitifs dans ce marché? Et je reviens aussi sur la réactivité. Comment dans le monitoring nous pouvons être compétitifs? Je précise parfois que nous sommes dans un marché où parfois le besoin est imminent pour exécuter des marchés par exemple, et on a besoin de décaisser le même jour. Comment cela est-ce possible? Et d'ailleurs, en parlant de décaissement, je pense plutôt aussi aux pénalités. En cas de retard bien sûr d'exécution ou de décaissement, qui supportera la pénalité de retard? Et ma dernière question, si vous le permettez, on m'a dit tout à l'heure que le risque de change est inhérent bien sûr à l'opération, il faut en tenir compte et que c'est facturé. C'est ce que j'ai bien compris. On aura une précision là-dessus. Allez-y, continuez. Alors, vos questions suivent le même fil conducteur et elles revêtent un caractère commercial, d'ordre commercial. Donc, évidemment, 3 concepts ici, le pricing. Donc, Salah peut vous répondre là-dessus. Le monitoring, c'est un point de vue opérationnel. Il se chargera de vous donner des éléments de réflexion là-dessus. En ce qui concerne le décaissement, je suis dans le désarroi de vous dire qu'un décaissement instantané le jour même est communément impossible, pour ne pas utiliser le terme impossible. En termes de pénalité, Kamal couvrira cet aspect-là. Évidemment, c'est un aspect légal, mais qui a des ramifications de point de vue conformité charia. Donc je pense que c'est bien de clarifier par rapport aux pénalités de retard. En ce qui concerne le hedging, la couverture et le risque de change, précisons la question. Donc quand vous parlez d'incorporation de la prime de fluctuation du taux de change,